Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel PHP, exceptionnellement en deux parties puisqu'on va aborder beaucoup de choses et comme l'indique le titre, nous allons aborder ensemble l'introspection et la réflexion. Quand on parle d'introspection et réflexion, on est sur des concepts qui sont assez avancés et si vous êtes débutant ou démarrez en programmation PHP, ça ne va pas forcément vous concerner ou en tout cas vous ne verrez pas l'utilité tout de suite de ce genre de fonctionnalité, ce genre d'outils qu'on va retrouver en programmation, mais vous serez très certainement amené à les utiliser, c'est même certain en PHP puisqu'on l'utilise en particulier et surtout pour du web, et bien être amené justement à avoir besoin de ces outils d'introspection et de réflexion. Alors on a deux termes précis, introspection, réflexion. Quand on parle d'introspection, c'est véritablement la capacité que le langage va avoir de pouvoir en fait analyser, c'est-à-dire de pouvoir analyser en interne ce qu'il contient, c'est-à-dire par exemple des fonctions, des variables, ici des classes, des interfaces, des traits, peu importe, et de pouvoir vraiment lire son propre code si vous voulez pour pouvoir trouver différents éléments, et ça peut nous servir, nous après en tant que développeurs, pour pouvoir faire certains traitements dynamiques, voire même effectuer certaines modifications à l'exécution au niveau des composants qu'on manipule. Et quand on parle de réflexion, alors on parle d'un terme plus général qui est la réflexivité, c'est-à-dire le fait qu'un langage puisse en fait permettre d'écrire finalement des programmes qui sont capables de mettre en place ce système d'introspection et de réflexion. D'accord ? Donc les deux sont fortement liés, même si l'introspection on parle véritablement de lecture, d'analyse, à proprement parler, là où quand on parle de réflexion, c'est-à-dire de vraiment pouvoir opérer à des changements, des modifications carrément sur en fait les éléments qu'on analyse en interne. Encore une fois, ce sera pas forcément ça vous semblera peut-être pas forcément utile au départ, mais vous serez, si un jour vous avez besoin par exemple de manipuler du code dynamique, ou alors vous avez besoin de charger, je sais pas moi, une instance de classe par rapport à l'exécution, donc ce qui se passe en termes d'exécution et au niveau des actions de l'utilisateur, eh bien c'est là effectivement que ce sera utile, parce que vous demanderez, si je connais pas à l'avance quelle classe instancier, quelle fonction appeler, eh bien c'est à ce moment-là que ces outils d'introspection et de réflexion seront utiles. Pour ça, j'ai préparé pas mal d'exemples, parce qu'en fait, on va partir sur un exemple très simple, en pratique, qui va comme ça être suffisamment concret pour pouvoir bien illustrer ce que je vais aborder avec vous. C'est-à-dire que là, j'ai écrit des classes, des interfaces, différentes choses au niveau du code ici, certaines fonctions, mais ici, en termes de code, on ne les connaît pas. D'accord. On n'a absolument aucune connaissance de ce qu'il y a. Alors, elles sont chargées, mais ça ne nous intéresse pas. Évidemment, c'est pour que ce soit bien sûr détecté par le script qu'on a ici. Ici, bon, j'ai fait une petite fonction debug simplement pour pouvoir afficher des tableaux, parce qu'on va avoir beaucoup de tableaux, donc c'est pour que ce soit en tout cas plus lisible à l'affichage. Et on va justement procéder à l'introspection des différents éléments que nous avons. Parce qu'à ce stade, finalement, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y a des variables qui sont définies? Et si oui, bon, on va voir lesquelles. Est-ce que nous avons des fonctions? Est-ce que nous avons des classes, des interfaces, etc. Et on va utiliser tous les outils de PHP pour pouvoir vérifier tout ça. Dans cette première partie, on va se contenter de beaucoup d'outils procéduraux, et dans la seconde, on verra un outil beaucoup plus puissant qui permettra évidemment d'aller plus loin, qui est un peu plus moderne, et qui permettra notamment de faire des modifications à l'exécution. Partons de ce départ, finalement, de ce point de départ où nous n'avons vraiment connaissance de rien par rapport à ce qui est présent ici. Une des premières choses qu'on peut tester, et on va avoir comme ça pas mal de fonctions à manipuler, alors je vais les noter comme ça au fur et à mesure, ça permettra d'avoir ça sous la main, si après d'ailleurs vous voulez prendre des notes. On va avoir notamment une fonction pour des éléments qui sont définis, et ici en particulier des variables. Ça va être retourné sous forme de tableau, c'est pour ça que j'ai fait cette petite fonction, comme je vous disais, debug, qui permet comme ça d'avoir un affichage plus pratique pour vous visuellement. On va afficher un petit peu ce que ça contient, et on va voir si on retrouve finalement des variables qui sont définies. On retrouve les super globales, bon ça ne nous intéresse pas ici, mais ce qui va nous intéresser ce sont ces variables là. Donc là visiblement dans les fichiers que j'ai importés, et dont on n'a pas lu, je ne les ai pas affichés, je ne les ai pas ouverts, c'est le but ici, on le fera peut-être un peu plus tard. On voit qu'il y a une variable SumName qui contient donc une valeur évidemment, SumNumber, et on a SumArray, donc un tableau qui contient différents éléments aussi. Donc vous voyez qu'à partir de rien, sans même avoir aucune information, on vient ici de récupérer certaines informations bien précises. Donc maintenant, je sais que ces informations existent. Donc à tout moment, si je veux afficher cette fameuse variable SumArray, on a vérifié qu'elle existait, donc on peut l'afficher et on voit qu'effectivement on récupère bien les informations. On a fait de l'introspection, vous voyez, on a lu en fait au niveau de l'interne en fait des différents fichiers qu'on a pour voir un petit peu les éléments qui sont définis, qui existent, et à partir de là, bien sûr, on peut travailler avec. Ça, c'est la première partie. C'est le plus simple, c'est-à-dire vérifier un petit peu les variables qui peuvent être définies, notamment des variables ici utilisateurs. On va avoir la même chose pour les fonctions.
defined function. Et ici, pareil, on va avoir différentes choses intéressantes à récupérer. On va voir ça à l'affichage. On a une grosse partie avec les fonctions internes qui sont ici. Et généralement, sur la fin, on va voir les fonctions utilisateurs donc, qui ont été définies après. Alors, on va la retourner exclusivement celle-ci. On va voir que les fonctions définies par l'utilisateur. Voilà, comme ça, on les récupère. Maintenant, nous avons connaissance qu'il y a 3 fonctions qui ont été définies, qui ont été déclarées. Une fonction debug. Alors d'ailleurs, je crois que je ne l'avais pas enlevée normalement. Ah ben non, ce qu'elle n'est pas enlevée, c'est celle-ci, oui, parce que je l'ai déplacée en fait, donc oui, elle est là. On a la fonction sum et on a la fonction getMagicButton. Donc on a 3 fonctions, tout on ne sait pas, alors là on n'a pas plus d'informations, on n'a pas accès notamment à leurs paramètres, les types des paramètres, mais ça c'est des choses qu'on verra en seconde partie. Et là vous voyez, vous allez très vite voir justement les quelques limites qu'on a avec les outils que je vous présente ici. Et là par exemple, je ne suis pas en capacité d'appeler cette fonction, parce que je ne sais pas ce qu'elle attend en paramètres. Et là on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin avec les outils que je vous montre pour cette première partie. En tout cas, nous savons que nous avons ces fonctions qui sont bien définies et qui existent. Donc on pourra comme ça vérifier d'autres choses par la suite. Ça, c'est les 2 premiers outils. Alors, justement, vous aurez parfois besoin, alors que vous connaissiez déjà en avance les fonctions ou pas, ça dépend. Mais par exemple, vous développez un outil, une bibliothèque, vous voulez distribuer, et ensuite vous voulez faire certaines ouvertures de fichiers, certaines lectures de données, et vous voulez vous assurer que les fichiers existent bien. Donc c'est très souvent qu'on a besoin de tester l'existence d'un fichier. Est-ce que le fichier existe, ou éventuellement est-ce que le fichier est disponible en lecture, donc il est lisible. Et on a quelques fonctions aussi pour ça. Donc par exemple, tout simplement, y a-t-il une fonction existante qui porte tel nom? Donc là on l'a vu, sum, on sait qu'elle va exister. Donc on va mettre oui. Et sinon on va mettre un petit nom, parce qu'on testera d'autres choses. Voilà. Je fais ça, on a bien vu qu'il y avait une fonction sum, donc ça revient bien à envoyer ça. En revanche, bon, si je fais divide par exemple, on sait qu'il n'y a pas de fonction visiblement qui s'appelle comme telle. Et là, effectivement, il nous indique que non, il n'y a pas de fonction qui porte ce nom-là. Donc je pourrais définir une fonction avec ce nom-là, en tout cas ce nommage-là. Voilà, function exist. Je ne l'ai pas noté ça ici, mais on va le noter. Alors beaucoup de choses, je vais les mettre par ordre alphabétique. Par contre, top. Voilà, en ordre alphabétique. Comme ça, on a les différentes fonctions qu'on voit au fur et à mesure de la vidéo. Puis moi, ça me permet de voir si j'en ai pas oublié par rapport à ce que je veux aborder, en tout cas, au moins pour cette première partie. Maintenant qu'on a ça, bon, on a quelques outils, alors on va pas pouvoir aller plus loin effectivement, quoique on va peut-être regarder un fichier, parce que pour certaines fonctions que je vais vous montrer, on va être un peu obligé pour le coup, mais on verra en seconde partie comment on peut aller plus loin comme je vous le disais. Le fait de pouvoir appeler une fonction, mais sans forcément avoir le nom. Alors il y a un outil que vous connaissez peut-être en PHP, qu'on a pu aborder, et pas trop dans le détail, mais je vous en tout cas fais un petit rappel ici, c'est le fait de pouvoir passer par du nommage dynamique, y compris pour une fonction. Alors si par exemple je fais, ici vous voyez la fonction debug, bon, pas de problème, on sait qu'on peut l'appeler telle quelle, et bien en PHP vous pourriez sans problème faire ceci. Ce qui n'est pas le cas de tous les langages, c'est pour ça que j'insiste bien. Vous mettez ici un terme dans une variable, et ensuite sans problème je peux me servir de ce terme, comme si en fait, de manière dynamique pour appeler en fait une fonction. Et vous voyez que là ça marche. Alors je vais mettre un tableau quand même. Comme c'est ce que la fonction attend. Et si j'actualise, ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en PHP. On ne peut pas le faire dans plein d'autres langages de programmation. Donc voilà, attention, ce n'est pas dans tous les langages de programmation. Mais on peut utiliser ça de manière dynamique. Et on pourrait le faire avec des classes. C'est-à-dire que si plus tard, vous avez une certaine classe, d'accord, comme ceci, et bien ensuite, vous pourriez sans problème avoir un nom, obtenu par exemple par un programme, peu importe, récupéré d'une certaine manière, d'accord. Donc là, bon, moi je vais mettre un nom tel quel, par exemple render, je vais l'appeler comme ça. Alors lui, je vais mettre, je sais que ça n'existe pas, on va mettre ça comme ça. Et ensuite, sans problème, on pourrait aussi, faire comme ceci. Alors, method name. Voilà, et ça marcherait aussi. Pareil, PHP permet de faire ça, d'autres langages ne le permettent pas. Et bien ça, c'est un outil qui va pas mal nous servir aussi, parce qu'on va pouvoir passer par des fonctions de rappel, et on va avoir même 2 fonctions en PHP pour pouvoir faire l'appel d'une fonction, comme je dis, qu'on ne connaît pas forcément à l'avance, mais comme on l'aura en fait dans une variable, on pourra récupérer cette information-là, ne serait-ce que par rapport à son nom. On va donc avoir user, alors c'est call même d'ailleurs, call user func, et ensuite ici on va pouvoir passer une fonction de rappel en premier argument, et en second, et en plusieurs autres d'ailleurs, vous pourrez passer bien les différents paramètres attendus par la fonction en question.
Donc là, on va être un petit peu obligé d'aller voir ce qu'il y a, puisqu'on n'a pas encore vu d'autres choses réservées pour la seconde partie. On va les voir vite fait dans le fichier des fonctions. Et on voit donc la fonction sum, ça prend donc juste un entier, un second, et ça retourne bien sûr la somme des deux. On peut se contenter de ça. On va appeler cette fonction, vous voyez sum, alors ça aurait pu être mis dans une variable, hein, peu importe. Donc après vous pouvez faire comme ça de l'appel dynamique dans un code, donc ça peut être très intéressant dans un programme. Et ensuite vous passez les différents arguments. Donc là par exemple on passe 5, 6, comme ça retourne directement le résultat, on va faire un echo de tout ça. Et là automatiquement on récupère bien la somme des deux. Donc ça c'est très pratique, puisqu'à tout moment, comme je vous le disais, on fait ceci, et là, à un autre endroit donc, du programme, si on a le nom de la fonction ici, pareil, qui a été récupéré par exemple par rapport à une action de l'utilisateur, mettons vous avez une interface, la personne clique sur un bouton, ça déclenche une action donc qui porte un nom, et bien ensuite l'action en question, par exemple là il a cliqué sur le bouton de somme, donc c'est celle-ci qui est appelée, et là automatiquement, avec cet appel dynamique, ça va déclencher l'action qui correspond. Si en revanche dans name vous aviez récupéré une autre action, vous voyez que ça va s'adapter puisqu'on est sur un traitement dynamique. Donc c'est bien sûr tout l'intérêt de ne pas écrire en dur en fait la fonction qu'on appelle pour avoir quelque chose qui va s'adapter un petit peu aux événements et aux actions de l'utilisateur. Donc là à nouveau ça fonctionne tout pareil, il n'y a pas de problème. Très pratique. Si vous ne voulez pas préciser tous les arguments comme ça à la suite, il y a une autre possibilité avec array, donc cette autre fonction, d'ailleurs je vais vous noter celle-ci. Voilà. C'est la même chose, simplement qu'elle prend en fait les informations ici sous forme de tableau. Donc vous pouvez préciser les différents éléments, donc dans l'ordre bien sûr où la fonction les attend, et ça ne prend que cet argument en deuxième. Ça vous pouvez passer sous forme de tableau, c'est peut-être plus pratique, vous préférez un petit peu cette fonction là. Donc vous avez en tout cas l'une ou l'autre au choix. Comme ça c'est une possibilité. Voilà pour l'appel. Et pour terminer, alors on n'a pas terminé cette vidéo, mais pour terminer en tout cas concernant ces fonctions-là, puisqu'on a vu un petit peu ce qu'on on a aussi des fonctions qui sont utilisables dans la fonction en question. C'est pour ça que je vais dire on va avoir besoin quand même d'aller dans le fichier en particulier, puisque ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Function, on va aller ici dans Sum, et éventuellement, vous pourriez être donc dans une fonction, alors des fois on a besoin de récupérer les informations qu'on a, et ici on pourrait récupérer un petit peu tout. Donc moi je vais faire un debug ici. Voilà, parce que je sais qu'en plus, vous voyez que ça fait un exit, donc ça permet comme ça de ne pas faire l'autre rendu. Et ici, on va pouvoir choisir d'afficher l'ensemble des arguments. Donc avec args, ici, je vais noter ça, hop, func get args, ça va ici. Et on va actualiser pour voir un petit peu ce que l'on a. Alors le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément tout. Ce qui va me le mettre ici. Alors oui, il faut que je l'appelle. Évidemment pour que ce soit pris en compte. On va faire l'appel de cette fonction sum 4 ici. Et là maintenant, comme un appel a été fait, eh bien des arguments évidemment ont été passés, il y a eu des copies qui ont été faites, et on va pouvoir récupérer ça dans le tableau en question. Et voilà, on a la liste des arguments et on voit les valeurs en tout cas que l'on a. Donc ça peut être utile en certains cas si vous avez besoin de récupérer ces informations précisément, bien évidemment. Et bien, depuis la fonction en question, vous pouvez récupérer son nombre d'arguments. On peut aussi récupérer le nombre d'arguments qu'on a passés. Tout à l'heure, on a récupéré les arguments en question, donc les différentes valeurs. Là, on peut savoir bien le nombre d'arguments qu'on a. Alors, le problème, c'est que il faut que ce soit de type array, c'est normal. Je vais juste faire ça. Voilà. Et on voit que le nombre d'arguments qui ont été passés, c'est 2. Alors ça peut être utile, pareil, quand vous avez des fonctions qui prennent des arguments, par exemple, optionnels. De savoir combien on a passé lors de l'appel d'arguments. Parce qu'ils peuvent être variables en fonction, évidemment, de ce que vous avez ici. Si par exemple, on avait quelque chose comme ça, effectivement, bon, on pourrait faire ça, et puis là, on renverrait C. Et si la personne n'a rien précisé, vous voyez qu'on a bien 2 arguments, pourtant la fonction attend 3 paramètres. Donc c'est quelque chose aussi intéressant. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et là, on voit que c'est passé nombre d'arguments à 3. Donc ça prend bien en compte un petit peu le changement qu'on a ici. Ok, donc on a vu pas mal de fonctions par rapport à ça. Évidemment, une fois que vous avez récupéré une fonction, enfin les arguments en particulier, ce qu'on a vu tout à l'heure avec args, donc quand on faisait func get args comme ceci, on pourrait récupérer la position. Vous avez remarqué tout à l'heure ce qu'on avait. Donc si je fais un debug args ici, vous avez vu qu'on a comme clé des simples indices. Et évidemment, on pourrait récupérer la position que l'on veut aussi. Donc là, je vais mettre celui-ci.
Et je vais dire que je passe, ça va être func get arg, et la position de l'argument qu'on veut, donc 0. Alors ça je vais l'enlever d'ailleurs, on n'a plus besoin. Voilà. Donc l'argument qui est en première position, parce que l'indice commence bien sûr à 0. Et là on récupère la valeur en question. Donc ça peut être pratique aussi. Donc encore une fois, peut-être vous n'en verrez pas l'utilité. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre apprentissage de PHP. Et croyez-moi, quand vous aurez donc un peu plus d'expérience et vous allez mettre en pratique ça dans des projets web, vous allez avoir besoin de faire de l'introspection et de la réflexion. C'est obligatoire, je vois vraiment pas en web comment on peut se passer de ça. Quand on commence à développer des outils dynamiques, sachant qu'en web, on est justement soumis à des actions de l'utilisateur, des requêtes, ce genre de choses. Donc on a des traitements dynamiques et on a des actions qu'on ne connaît pas à l'avance. On ne sait pas à l'avance ce que l'utilisateur va faire sur l'utilisation de la bibliothèque, d'un site web, d'une application. Donc on a forcément besoin de traiter ces actions qui ne sont pas connues à l'avance et qui doivent donc venir après coup. Enfin, qui doivent en tout cas être traitées après coup. Voilà, ça c'est ce que je voulais qu'on aborde ici. On peut terminer, on a quand même encore pas mal de choses aussi, mais là on a vu surtout tout ce qui était, on va dire, procédural principalement. Donc on va voir d'autres choses, que j'ai un fichier ici components, en gros components, où j'ai bien défini des classes, des interfaces, ou des traits, ou peut-être pas, vous verrez un petit peu tout ça, on ne sait pas. Et on va pouvoir récupérer ces informations là aussi. C'est ça qui est intéressant finalement. On a vu un petit peu comment vérifier tout ce qui concernait des variables, tout ce qui concernait des fonctions, et de voir un petit peu l'existence ou non de toutes ces choses-là. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a aussi? Alors, hop. Ouais, on avait vu num aussi. Que je les note au fur et à mesure. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de fonctions. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je fais ça en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Et on n'a pas fini encore pour cette première partie. À la manière que nous avons vérifié si ce qu'il y avait comme variable définie, comme fonction définie, évidemment, on va pouvoir trouver la même chose pour différents composants de la programmation orientée objet. Donc ici, par exemple, get defined classes. Je l'ajoute directement. FG, oui, defined, hop. Et nous avons, alors j'ai peut-être pas mis... Comment ça, il me le trouve pas? Ah oui, attendez, c'est pas declared en PHP, oui, c'est ça. C'est déclaré, c'est pas défini. Pourquoi ils ont choisi un nom différent, je ne sais pas. Et oui, je tombe dans le piège, mais c'est declared. Donc là, on retrouve évidemment toutes les classes internes à PHP, et généralement, elles vont être définies sur la fin. Donc celle-ci, bon, je les connais parce qu'évidemment j'ai écrit le code, mais on voit que, on peut se douter, je pense, que la classe kebab ne fait pas partie des classes internes de PHP a priori. On a une classe qui représente une voiture, une classe donc qui représente un champ, input field, select field. Donc voici les les 5 classes qui ont été définies, déclarées en tout cas, en plus des classes qu'on a en interne de PHP. Donc ça c'est pratique. Maintenant nous savons que nous avons ces classes. Toujours pareil, on n'aura aucun moyen de les instancier parce qu'on ne connaît pas les constructeurs, on ne sait pas ce que ça attend comme paramètre. Donc on est limité, on ne pourra pas aller plus loin dans cette première partie tutoriel, mais au moins on a déjà les noms un petit peu qu'on a ici. À la même manière que les classes, on peut vérifier bien sûr s'il y a des interfaces qui ont été déclarées aussi. Oui, mais du coup c'est declared. Voilà. Hop, donc on en retrouve pas mal de choses aussi. Et on voit qu'il y a apparemment une interface Selling Interface. Alors encore une fois, peut-être que vous aurez pu vous dire, bah tiens, c'est peut-être une interface de PHP. Donc forcément, vous ne pouvez pas deviner. Mais moi, je le sais par rapport à ce que j'ai écrit. Donc on peut retrouver en tout cas ces éléments qu'on a ici. On retrouve un petit peu les différentes interfaces qui ont été déclarées. Et à nouveau, enfin plus loin encore en tout cas, on peut vérifier s'il y a des traits qui ont été déclarés. Et là, bon, visiblement, le tableau est vide, il n'y en a pas. Et c'est effectivement le cas, je n'ai pas déclaré de trait dans le fichier. On pourra le vérifier de toute façon à la fin de la deuxième partie pour que vous soyez sûr qu'il n'y avait rien à ce niveau-là. Ok, donc on a vu 3 méthodes bien pratiques, enfin 3 fonctions même, pardon, pas de méthode, des fonctions bien procédurales, pour vérifier un petit peu les différents éléments objets qui ont pu être déclarés au niveau de notre code. Bon, une fois qu'on a ces différentes informations, forcément on va pouvoir récupérer pas mal de choses. Là on a vu qu'il y avait une classe kebab, donc a priori, bon, si on note ça comme ceci, kebaba, oui bien sûr, j'invente des termes. Voilà. On pourra récupérer, alors moi ce qu'il me faut par contre c'est d'avoir la classe. Ah oui, ça il faudra que je le teste en fait depuis quelque part. Comment on peut faire ça? Je vais vous montrer là, c'est pas grave. On va créer une classe.
un sandwich. Attendez, on va mettre ça bien en français. Non, pas, j'écris en anglais, mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Donc vous avez besoin de récupérer le nom de votre classe en particulier. Ouais, je vais mettre ça comme ça en écho. Get class. Et par exemple, ici on peut faire this puisque je l'appelle ici. Ça pourrait éventuellement être appelé ailleurs. Mais on va pouvoir le faire là. Et là, le problème, c'est que je ne l'ai pas instancié. Donc on va avoir du mal à voir quoi que ce soit. Voilà, vous avez le nom de la classe. Éventuellement, si elle était définie dans des espaces de nom, vous aurez les espaces de nom aussi. Donc on pourra récupérer les choses. Alors ça, pareil, à quoi ça sert? Même chose, si vous avez par exemple des classes abstraites et par exemple des classes non connues à l'avance. Alors je pense par exemple à l'architecture MVC, si vous travaillez en modèle vue contrôleur, notamment en PHP encore une fois en web. Par exemple, les modèles des contrôleurs, vous ne saurez pas à l'avance lequel va être appelé, va être instancié, parce que ça va dépendre de l'action de l'utilisateur. Donc parfois, vous aurez peut-être besoin de récupérer ces noms pour des noms de variables, des noms de tables SQL, que sais-je. Si par exemple, vous voulez vous baser sur le nom d'un modèle pour savoir quelle table SQL appeler et qui correspond au modèle qui a été appelé, et puis on peut avoir besoin de récupérer ce nom-là, ensuite faire des traitements dessus pour générer en fait un nom de table ou autre. Bref, c'est des choses qui peuvent être utiles, puisque vous pourriez appeler par exemple un modèle abstrait sans forcément savoir quel est le modèle concret, et le fait de faire un get class sur un modèle abstrait vous redonnerait le nom précis, donc le nom concret de la classe qui vient d'être instanciée. Donc c'est là en tout cas l'utilité que ça peut avoir, même si bien sûr avec cet exemple-là, on comprend que ce n'est pas vraiment utile. Mais voici en tout cas comment ça marche. Je vais le noter ici. Voilà, getClass qui est un cas quand même bien particulier ici, mais qui fonctionne bien. Évidemment, on a l'occasion de faire un getParentClass. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas... Alors je vais remettre le code qu'on avait ici finalement. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de choses ici. Et par exemple, est-ce que Sandwich a finalement une classe parente? Et on voit que non. Et si on veut vérifier que ça change, on pourrait faire par exemple kebab, puisqu'on sait finalement qu'on a un kebab. Alors là, le problème, c'est que ça va poser problème. On va avoir des choses bizarres. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire truc. Voilà. Très recherché, vraiment très recherché. Classe truc. Et là, vous voyez que ça dérive bien de truc. On ne sait pas ce que c'est un truc finalement, ça porte bien son nom. Mais ça fonctionne. On peut donc faire ces vérifications-là aussi. Donc pareil, il faut que ce soit utile, mais vous trouverez des cas où ça va vous être vraiment nécessaire d'avoir la classe parente d'une classe déjà existante. Et enfin, on va avoir deux outils qui vont nous servir, deux dernières fonctions, en tout cas pour cette partie-là, pour cette partie objet, qui vont permettre de récupérer finalement les méthodes, de voir un petit peu les méthodes qu'on a définies, et éventuellement les variables qu'on a aussi définies. Donc là, normalement, je dois pouvoir directement... Alors, debug, est-ce que je le fais? Oui, je crois que ça va être debug. On va le récupérer tel quel. On va faire class method. Voilà, et on va ici passer le nom en tout cas de la classe, par exemple kebab. Rappelez-vous, on sait qu'elle existe, mais on n'avait pas vu à l'avance. Et bien, est-ce qu'il y a des méthodes? Et on voit qu'a priori, oui. On trouve bien le constructeur, donc on est à nouveau dans de l'introspection, et on voit qu'il y a une méthode cell. Vous voyez, encore une fois, on n'a pas été regarder le code de cette classe kebab, mais grâce à l'introspection, nous savons qu'elle a une méthode cell, sans pour autant dire encore une fois quel paramètre elle attend. Donc on serait incapable d'instancier ici un kebab, ce qu'elle veut dire, et d'appeler la méthode, parce il faudrait deviner en fait ce qu'il y a. Donc on n'a pas encore vu ces outils, et on le verra en seconde partie. Mais en tout cas, on peut vérifier ces différentes méthodes. Donc get class method, je vais le mettre ici. Et ensuite, on va avoir bien sûr vars pour voir s'il y a des variables de classe. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas. Mais on pourrait en tout cas avoir ce genre de choses aussi. Donc je vais un peu vite parce qu'évidemment, là, on n'a pas grand chose à montrer. Puisqu'on est limité et qu'on verra davantage avec la seconde partie de ce tutoriel. Mais on a beaucoup de fonctions. Voilà, ça vous a permis d'apprendre et de voir beaucoup de fonctions qui vous serviront probablement pour la suite et surtout davantage pour ce qu'on verra en tout cas dans la seconde vidéo. Je pense que ça c'est bon. Pour finir et terminer finalement avec cette première partie, quelques petites fonctions bien pratiques, notamment quand on est par exemple sur une classe qu'on veut vérifier qu'est-ce qu'on est en train de manipuler, quelle instance on est en train de manipuler. Donc ici, ce que je peux faire, alors j'aurais dû mettre encore une fois... Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va aller créer un truc. Voilà. Et on peut vérifier, ça aussi, ça reste de l'introspection, pour vérifier un petit peu quelle classe on a. Mettons qu'on a instancié une classe
qu'on ne connaît pas, voilà, ou alors ça peut dépendre encore une fois d'une action d'utilisateur, peu importe, eh bien on aurait besoin de vérifier ça. Et pour vérifier ça, bon, on a plusieurs possibilités. On peut déjà passer par un opérateur, qui est de dire, est-ce que cette variable est une instance de, donc instance of, de quelque chose, donc par exemple de truc. Et si c'est le cas, oui. Et sinon, bon, on va mettre un nom aussi, qu'on ait toujours un résultat quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, c'est effectivement bien une instance de ça, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je peux faire autre chose aussi. On va faire... non, truc, je voulais rester comme ça. Je vais un peu vite parce qu'on ne va pas noter beaucoup de code, hein, c'est juste pour céder ici. Donc on voit qu'on a ça. Je fais cette fois-ci sandwich. Voilà. On regarde si c'est une instance de truc. Et vous voyez que c'est toujours oui. Donc ça, je l'ai fait volontairement pour vous montrer que, attention, quand il y a une dérivation, et c'est ce que je vous avais expliqué sur l'héritage, un élément donc d'une classe phi est évidemment aussi un élément parent. D'accord, il dérive, c'est-à-dire qu'il est le parent et éventuellement avec des fonctionnalités en plus. Donc c'est un héritage. Donc oui, un sandwich est aussi un truc. D'accord, il n'est pas qu'un sandwich. Donc c'est important de bien faire la distinction entre tout ça et de pas tomber dans certains pièges. Sinon vous pourriez effectivement vous tromper. Par contre, et ça va de soi, si je fais ça et que je fais ceci, bon là, un sandwich, c'est un sandwich. Par contre, si je prends un truc, ce n'est pas un sandwich, puisque c'est un sandwich qui est un truc, mais un truc n'est pas un sandwich. C'est vrai qu'à force de dire ça, je vais vraiment finir par le dire pour de vrai, au lieu de dire le terme à l'anglaise. Ça va être ancré dans le cerveau, c'est dangereux, hein, faire attention à ça. Voici Extra-opérateur, bien pratique, ce petit mot-clé en PHP, instance of, qui permet de le faire. On a eu par la suite des fonctions pour faire cette même vérification, donc on peut aussi vérifier avec ça, qui est isA, pour dire en fait si l'élément qu'on a est un élément de ce type. Donc là par exemple on peut passer sous forme de chaîne ou directement le nom. Donc dire est-ce que finalement S est un sandwich, et effectivement c'est le cas. On a cette possibilité là. Sinon on a aussi subclass, et après je les ajouterai à la liste dans les commentaires, subclass of. Donc est-ce que sandwich est une sous-classe de sandwich? Non. Mais est-ce qu'il est une sous-classe, pardon, là ça devient dangereux, de truc? Oui. Donc ça fonctionne aussi. Alors je vais mettre à part le instance of. Vous avez compris, voilà ici. Par contre là on va avoir is subclass ici. Et ensuite isA. Donc là on a une petite fonction qui permet de vérifier éteint, voilà, éteint et sous-classe de quelque chose. Plein de fonctions comme ça qu'on a vu pour cette première, ne serait-ce là, juste pour cette première partie déjà on a beaucoup d'outils qu'on a vus. Et on n'a pas fini, mais on va en terminer en tout cas avec quelques autres outils. Pareil, pas compliqué de toute façon, vous avez vu que c'est pas difficile à comprendre, à utiliser, c'est vraiment très simple. Mais certains outils, parce qu'on l'a vu pour notamment les fonctions, etc., vérifier qu'une fonction existe, mais vous doutez bien qu'on va retrouver évidemment la même chose pour les autres outils. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu un petit peu ce qui était défini comme interface, ce qui était défini comme classe, on a pu obtenir la liste. Donc là, ça peut être pas mal effectivement de voir, est-ce qu'il existe une classe kebab. Pareil. Voilà. Elle existe. Donc ça, je vais vous le noter ici. Voilà. La même chose, évidemment, pour les interfaces. Donc on a vu tout à l'heure Selling Interface qui était indiqué. Donc si j'actualise, ça marche. En revanche, si je fais Writable, est-ce qu'on a une interface qui s'appelle comme ça? Non. Ok, donc ça fonctionne. Voilà, donc j'ai HIC ici. On a la même chose pour notamment les propriétés. Alors même d'ailleurs, on peut faire les méthodes avant d'ailleurs. Donc, method existe. Est-ce que par exemple dans la classe kebab, nous avons une méthode sell? Donc c'est bien le cas, rappelez-vous, hein, je ne sais pas si on peut retrouver... on l'avait fait dans le code, je crois, oui, on l'avait écrit dans le code, il y a tout. On va pas forcément voir ici. Ouais, on le verra pas ici, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas grave.
Donc une méthode cell, est-ce qu'on aurait par exemple une méthode by? Bon, je sais qu'il n'y en a pas parce que je n'ai pas défini. Et là, il nous met non, donc ça reste logique. Je vais un peu vite parce que pareil, c'est la même chose. Hein. On a bien vu comment ça marchait. Property, même chose, donc on retrouve un petit peu le même nom. Est-ce qu'il existe dans Kebab une propriété? Alors pas dans Kebab, j'avais fait dans Field. Est-ce qu'on a une propriété name? Voilà, donc c'est effectivement le cas. Alors, je vais montrer quand même rapidement, ça vous le verrez. Voilà, dans Field, on a bien name, d'accord. Donc ça vous pouvez vérifier, ça marche bien. En revanche, est-ce qu'on a un oui, ça y est, mais est-ce qu'on a un placeholder? Ça n'y est pas. Et là, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc on peut faire ces vérifications aussi, ça marche très bien. Hop. Beaucoup de fonctions. Je vous avais dit qu'on allait voir vraiment pas mal de choses. On aurait pour les traits aussi, mais c'est encore des outils assez récents, parce que les traits, voilà, il y a pas mal d'outils qui sont encore en ajout et on va dire qui se développent un petit peu au niveau de PHP. Mais on pourrait retrouver un petit peu les mêmes choses. Mais là, je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu pas mal de fonctions dans cette première partie. Et vous voyez, une demi-heure de vidéo, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse ça en deux, puisqu'on a tout un ensemble d'outils, et ça prendra sûrement autant de temps, peut-être même un peu plus, pour la deuxième partie de ce tuto. Donc au moins on a vu un petit peu ce qu'il en était. Donc là nous ne sommes pas allés très loin finalement dans les possibilités. On n'a pas vraiment appelé par exemple utiliser les différentes classes ou les différentes fonctions qu'on a ici, mais on sera capable de le faire dans la seconde partie. Dans la seconde partie on va aller un peu plus loin au niveau de l'introspection, on va utiliser des outils de réflexion en PHP plus, comme je vous disais, plus modernes et donc qui vont pouvoir aller plus loin. Et là, on va véritablement pouvoir récupérer les noms des choses, les paramètres, les types des paramètres, les retours de fonctions, de méthodes. Donc évidemment, on aura vraiment toutes les informations dont on a besoin et on pourra, à la suite de ça, faire les appels aux différentes fonctions, méthodes, faire les instanciations. Ça fonctionnera et on pourra finalement utiliser l'ensemble du code qui a été ici, encore une fois, sans avoir eu besoin d'aller regarder comment c'était écrit. Donc vous voyez encore une fois tout l'intérêt ici de l'introspection et de la réflexion, c'est de pouvoir comme ça faire une analyse interne de ce qu'il y a comme code sans en avoir forcément connaissance ou sans avoir en fait les actions qui sont prévues, d'accord, à l'avance au niveau de l'exécution de notre programme. Donc c'est là tout l'intérêt. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, on verra tout ça dans la seconde partie de ce tutoriel. Mais si vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on a vu ici dans cette première partie, et après avoir un peu testé de votre côté tout ce qu'on a vu, parce que j'ai quand même été assez vite, pour pas que ça fasse des vidéos trop en longueur non plus, mais vous avez beaucoup de fonctions à essayer. Donc écrivez votre propre code, pareil, faites plein de codes, de fonctions, des classes, d'interfaces, etc. Et testez un peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, il viendra à un moment donné ou de manière concrète, dans des vrais projets, vous finirez par avoir besoin de ces outils-là, parce que vous ne saurez pas à l'avance ce qui doit être produit au niveau de l'exécution, et forcément vous aurez besoin d'introspection et de réflexion. A bientôt, et on se retrouvera donc bien sûr pour la seconde partie de ce tuto PHP.